Voici le 19e poème de la série 19. Et il a ceci de remarquable que il a inspiré de très nombreux poètes qui l'ont imité. On- il peut passer pour un résumé de toute une série d'images très souvent mises en œuvre par les poètes des siècles ultérieurs. C'est le sujet le plus courant, le plus banal de la poésie chinoise ancienne, à savoir la solitude nocturne. Il y a dans ce poème une ambiguïté fondamentale, c'est celle du sujet. C'est une chose que nous aurions pu dire plus tôt. Les sujets, généralement, ne sont pas nommés. Et le traducteur est obligé donc de le suppléer. Alors faut-il ajouter un je, ou bien faut-il traduire à la troisième personne? On n'en sait rien. Le personnage qui parle est-il la femme seule qui attend le voyageur, ou est-ce le voyageur? On n'en sait rien non plus. Et il est très probable que dans ce texte, euh, c'est tout au moins la solution que j'ai choisie, c'est d'abord la femme qui parle. Mais lorsqu'elle dit s'en aller en voyage est peut-être un plaisir, mieux vaut encore un prompt retour chez soi, elle se place dans la peau de l'homme qui voyage. Et ce n'est pas probablement là le voyageur lui-même qui s'exprime. Mais c'est une des grandes difficultés de la lecture, de la compréhension et de la traduction de ces poèmes anciens que de savoir qui parle, pour commencer. Le clair de lune est si brillant qu'il luit à mon chevet sur les rideaux de soie. Dans mon cruel chagrin, j'ai perdu le sommeil. Je trousse mon habit, me lève et déambule. S'en aller en voyage est peut-être un plaisir. Mieux vaut encore un prompt retour chez soi. Je sors et marche seul, à pas perdu. À qui confier les pensées qui m'attristent? J'épie, le cou tendu, puis rentre dans la chambre, versant des pleurs qui mouillent mes habits. L'inscription. L'écriture chinoise est formée d'un ensemble de caractères ou idéogrammes. Chacun de ces caractères est constitué d'un certain nombre de traits. Il y a plusieurs types de traits différents. Par exemple, trait horizontal, vertical, oblique droite, oblique gauche, point, crochet, etc. Chaque caractère étant carré et de dimension régulière, les traits qui le composent s'organisent autour d'un centre et obéissent par là à des exigences d'harmonie ou de contraste interne propres à ce caractère particulier. Un idéogramme forme donc une unité vivante, dont le tracé implique tout un processus gestuel et rythmique. En effet, lorsqu'on trace un idéogramme, que l'on soit débutant ou calligraphe chevronné, on s'investit tout entier dans le signe, dans la mesure où on épouse la gestuelle et le rythme qu'il implique. Et en réalisant l'harmonie des traits, on réalise chaque fois, pour ainsi dire, sa propre harmonie. C'est bien pour cela qu'en Chine, les caractères n'ont pas simplement valeur de signes abstraits, mais ils incarnent véritablement toute une manière d'être. Ici, on entend des enfants qui apprennent à écrire. Au lieu de copier silencieusement sur le papier les caractères inscrits au tableau par le maître, ils tracent les caractères avec leurs doigts dans l'espace, selon un certain ordre et un certain rythme. Et en même temps, ils nomment à haute voix, en cadence, les traits qu'ils sont en train de dessiner, en sorte qu'on assiste à un chant fondé sur un double rythme. Rythme gestuel de l'écriture et rythme sonore de la lecture. Peindre consiste à dessiner les frontières. Écrite à la fin du 1er siècle de notre ère, l'auteur du premier dictionnaire chinois, le Chu Wen, Hua,
le caractère qui signifie peindre ne représente-t-il pas, selon lui, une main traçant avec une pointe les 4 côtés d'un champ, délimitant un champ? 1600 ans plus tard, l'ouvrage théorique du grand peintre individualiste Tao Tzi s'ouvre sur un éloge du simple trait de pinceau, source de toute existence, racine de l'infinité des phénomènes. On pourrait presque paraphraser: au commencement était le trait.